Il est 13 heures, mesdames et messieurs, bonjour. Cette édition de Télémidi présentera un visage inhabituel du fait de la grève déclenchée ce matin par les chefs de production de la télévision. 82 des 83 chefs de production de l'Office ont arrêté le travail, en effet, pour faire aboutir des revendications concernant leurs fonctions, la durée du travail et l'insuffisance du recrutement notamment. Les représentants des chefs de production en grève seront reçus cet après-midi par les représentants de la direction générale de l'ORTF. Petits commerçants et artisans. Leur réaction aux mesures annoncées hier par le gouvernement, par M. Chaban-Delmas en conférence de presse, en ce qui concerne leur retraite, leur profession. Nous allons écouter ces réactions, à commencer par celle du Sidunati, le mouvement de Gérard Nicou. Le Sidunati faisait porter ses revendications sur le régime des retraites qu'il désirait autonome, simplifié dans ses structures et garantissant une retraite minimum de 500 francs par mois par intéressé. L'un des responsables du mouvement, M. Mouton, est en direct avec Hervé Chavalier. Oui, Jean Lanzy, M. Mouton, qui est membre d'un collégial du Sidunati, l'organisme dirigeant de cette organisation. Et donc, à mes côtés, il faut le dire, le Sidunati est loin d'être satisfait du plan proposé hier par le gouvernement. Pourtant, M. Mouton, il y a un point sur lequel vous êtes relativement satisfait, c'est que votre régime de sécurité sociale ne soit pas intégré au régime général. C'est bien cela? C'est bien cela, c'est une victoire et c'est une victoire que nous méritons puisque depuis près de 2 ans nous nous battons pour l'assainissement de notre régime retraite et c'est aussi la victoire des artisans qui en novembre dernier ont voté en masse pour les listes Sidunati. Ce qui prouve que ceux qui ont cru pouvoir dire que les artisans étaient pour l'intégration se trompaient lourdement. Mais sur un plan général, nous ne sommes absolument pas satisfaits. Nous attendions du gouvernement un premier train de mesures tendant à l'élaboration d'une véritable loi-programme du commerce et de l'artisanat. Or, sur le plan fiscal, nous n'avons que quelques os à ronger et on est très loin de l'égalité et de la justice fiscale que nous exigeons. Concernant ce régime de retraite, il est vrai que le gouvernement a enfin pris en considération le programme Sidunati, les options fondamentales du Sidunati dans son exposé des motifs. Mais au niveau des réalisations, il n'y a absolument rien de constructif. En particulier, nous exigions 500 francs minimum par mois pour chacun de nos vieux retraités. Ils continueront à vivre avec 3 ou 4 francs par jour. Mais en fait, on a quand même l'impression que vous êtes particulièrement mécontent parce que hier, les ministres, le gouvernement n'a pas proposé une loi d'amnistie pour Gérard Nicou et pour les commerçants et artisans qui sont encore emprisonnés. C'est bien cela, non? Oui, il est exact que nous en faisons un préalable. Il est impossible de discuter avec les pouvoirs publics. La concertation nous semble indécente alors que notre secrétaire général est en prison pour des motifs de lutte syndicale, pour des motifs qui sont repris à l'heure actuelle par le gouvernement dans son projet, et malgré tout, Gérard Nicou est en prison, condamné par une loi qui lui a été appliquée de façon fort injuste, car il n'entrait pas dans le caractère de cette loi. Et qu'est-ce qui vous permettait de penser que Gérard Nicou allait bénéficier d'une loi d'amnistie? C'est ce que vous disiez il y a encore quelques jours. Eh bien, notre bureau exécutif national a été reçu par l'ensemble des groupes parlementaires politiques, et tous ont promis de voter favorablement la loi d'amnistie qui serait présentée dès le début de la session parlementaire, et le groupe UDR s'est même engagé à déposer une proposition de loi dès la rentrée de l'Assemblée nationale le 4 avril. Mais Gérard Nicou, s'il le veut, le garde des Sceaux le disait encore hier, peut déposer une demande de grâce. Rien ne l'empêche de faire ça. Non, il n'est pas question que Gérard Nicou sorte seul par une mesure personnelle de prison. Il sortira le dernier quand tous ses camarades auront été libérés et quand les menaces qui pèsent sur bon nombre de nos militants, il y a peut-être 200 ou 300 de nos militants qui sont à l'heure actuelle sous le coup de condamnation. Tant qu'ils ne seront pas amnistiés, Gérard Nicou ne sortira pas de prison. Vous dites maintenant qu'il faut s'attendre à des violences de la part de notre base. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, vous connaissez l'attachement de nos militants pour la personne de Gérard Nicou depuis plusieurs mois, depuis son incarcération au mois de novembre. Nous disons à la base que nous obtiendrons sa libération et nous la maintenons dans un calme absolu. Il y a une trêve de fait. Mais il est à craindre, si des mesures ne sont pas prises très rapidement, que la base ait des réactions que nul ne pourra empêcher. Je vous remercie. À vous, Jean Lanzy. Merci. Autre réaction. À l'inverse du Sidunati, les artisans du SICA demandaient un régime de retraite totalement intégré dans le régime général de sécurité sociale de notre pays. Mais comme le Sidunati, le SICA n'est guère satisfait. Monsieur Lecoeur. Le gouvernement a pris une série de mesures en faveur des artisans et des commerçants. En particulier, il a décidé l'intégration du régime de sécurité sociale, du moins l'alignement du régime de sécurité sociale des artisans et commerçants sur le régime général. Cela ne vous satisfait pas, je crois.
Bien, ça ne nous satisfait pas. Je voudrais tout d'abord que M. Boulin cesse de nous prendre pour des imbéciles en refaisant le dictionnaire pour nous expliquer qu'alignement est synonyme d'intégration. Je voudrais aussi qu'on ne tente pas de nous opposer aux salariés en prétendant que nous avons demandé notre intégration dans leur régime pour les faire payer à notre place. Pour les petites et moyennes entreprises, les mesures annoncées sont trop partielles. La Confédération générale des PME aurait voulu aussi une loi d'orientation générale du commerce, comme il en existe une pour l'agriculture. M. Baer répond à Philippe Gallard. Et comme vous le savez, le gouvernement a pris certaines décisions suite à notre demande, à la demande de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, demande faite au mois de décembre. Car à ce moment-là, nous avons dit au gouvernement, les choses durent trop, il faut absolument passer aux actes. Ceci dit, eh bien, nous constatons qu'un certain nombre de mesures prises font droit à nos revendications. Mais ce que nous regrettons, c'est que notamment dans le domaine de la fiscalité, le gouvernement n'ait pas été suffisamment loin pour rétablir la justice. En matière notamment de patente, rien n'est déclaré. En matière de concurrence, aucune mesure n'est prise. Aussi bien sur le problème de la publicité mensongère, des ventes à perte, comme également sur le problème du paracommercialisme. Les mesures décidées par le gouvernement vont effectivement dans le sens de nos revendications, mais trop timidement. Voilà ce qu'en premier ressort nous pouvons déclarer. D'ailleurs, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises se réunira la semaine prochaine, réunira ses instances pour décider véritablement quelle sera encore notre action. Et nous faisons appel dès aujourd'hui au Parlement pour faire droit à une revendication essentielle qui est celle d'une charte du commerce, la loi d'orientation du commerce que nous essayons de faire passer cette année. Et puis, les grandes surfaces, les hypermarchés et les magasins de grande surface vont être imposés pour couvrir les dépenses nouvelles, améliorant en contrepartie le sort des petits commerçants et des artisans. Les hypermarchés et les grandes surfaces vont être trop imposés, estiment leurs dirigeants. Imposés à la surface précisément, et même à celle des parkings. Monsieur Werner. Monsieur Werner, les grandes surfaces vont être amenées à participer au régime de retraite des commerçants âgés. Que pensez-vous de cette décision ? Et je crois qu'on ne peut pas contester qu'il y ait un problème pour les commerçants âgés dû à la reconversion de la distribution. C'est le même problème d'ailleurs qui s'est posé pour l'agriculture et il appartient de trouver une solution sociale à ce problème. Mais quand on parle de modification de la distribution, je ne crois pas qu'il faille dire que ce sont les grandes surfaces qui sont responsables. Les grandes surfaces sont la traduction de cette modification. Elles en sont un peu la conséquence. Ce qui a entraîné ce bouleversement de la distribution, ce sont beaucoup d'autres phénomènes, l'exode des campagnes, le regroupement des populations dans les villes, l'éclatement des villes sur leur périphérie, les modifications du mode de vie, le développement de l'emploi de l'automobile, etc. Qu'on cherche à financer une aide aux commerçants par le biais d'une taxe sur les grandes surfaces paraît par contre assez contestable. N'est-ce pas ? On ajoute encore une nouvelle charge parafiscale dans un réseau fiscal déjà complexe. On se plaint qu'en France, les impôts indirects soient trop élevés parce qu'on dit qu'ils sont injustes. Or, incontestablement, de telles charges parafiscales se répercutent toujours sur le consommateur, comme l'a dit M. Boulin hier soir d'ailleurs, et par conséquent, on va faire payer aux consommateurs une nouvelle taxe pour régler ce problème des petits commerçants. Cette charge vous paraît lourde d'après ce que vous en savez? Eh bien, il faudrait connaître les textes exacts. D'après ce qui a été publié dans la presse de ce matin, cette charge, en effet, est lourde, puisqu'il est question non seulement de taxer les mètres carrés de vente, mais les mètres carrés de parking, ce qui est assez surprenant. C'est une charge qui aura une incidence sur les prix à la consommation, qui me paraît absolument évidente. Or, les prix à la consommation, nous vous le disions hier à Télémidi, ont monté beaucoup plus que prévu, 0,6% en février, alors qu'on espérait beaucoup moins, 0,3% en janvier, 0,6% en février. Ce n'est qu'un rappel. Bien sûr, l'ensemble de la question reste à débattre et nous aurons d'autres réactions sans doute vers la fin de la semaine. Un hold-up est toujours la drogue avant de passer aux informations politiques. Le hold-up, on ne l'a appris que ce matin, il s'agit du vol de 5 toiles de maître hier à cette heure-ci à la galerie Verrières, avenue Matignon, en plein cœur de Paris. Monsieur Jacques Verrières, directeur de la galerie, ne s'est aperçu de la disparition de ces tableaux qu'une heure après qu'ils aient été dérobés. Le ou les voleurs a ou ont emporté un mobile en bois signé Calder, placé au centre de la salle d'exposition, et en quittant celle-ci, sans que personne s'en aperçoive, passant par une petite pièce, ils ont également raflé un Bonnard, un Renoir, un Dorin, un Boudin, un Utrillo.
toutes des toiles de petite dimension, empaquetées individuellement, bien en ordre, dans des cartons, portant même indication de leur contenu. Montant du butin, 3 millions de nos francs, 300 millions de centimes, mais la galerie est assurée. La drogue. L'an dernier, 600 millions de francs ont été dépensés en France par la collectivité pour combattre l'usage des stupéfiants et ses conséquences. Il y a en France 20 000 intoxiqués à l'héroïne, et si la tendance actuelle se vérifie pendant quelques années, il y en aura dans 4 ans 112 000. Chiffre donné par les services du Premier ministre, chiffre considérable. L'un des moyens pour combattre la drogue, découvrir, bien sûr détruire les laboratoires clandestins de transformation. Tel celui de Césari, découvert récemment, qu'a visité l'une de nos équipes avec François Cornet. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Nous n'avons rien vu, nous avons été les premiers. Moi je croyais que c'était comme une tournée un film. Mon mari l'a dit, mais c'est vrai. Moi je suis dans le jardin, tout d'un coup je vais arriver tous les policiers. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on n'a rien su. C'est qu'après qu'on a su plus tard que c'était une affaire de drogue. Nous étions en face, on n'a jamais rien vu. C'est bien simple, le monsieur qui était là qu'on appelle le concierge. Madame Baudouin est la plus proche voisine de la Villa Suzanne. Elle n'a jamais vu le roi des chimistes de l'héroïne. Pêle-mêle, sa petite panoplie entassée devant un cabanon tranquille perdu dans les collines d'Aubagne. Le laboratoire clandestin de Monsieur Jo n'existe plus, mais 3 autres au moins continuent dans la région marseillaise à fabriquer de l'héroïne. 3 autres tout aussi discret que l'était celui du quartier des Espillères. Chaque jour, Joseph Césari produisait 8 kilos d'héroïne pure, sans que personne, aux alentours de la Villa Suzanne, ne s'en aperçoive. Dans ce box, dans les différentes caches qu'il avait dans la région d'Aubagne, 5 tonnes de produits chimiques, 1100 litres d'alcools et acides ont été découverts, de quoi traiter plusieurs tonnes de morphine base. Fabriquer de l'héroïne pour Monsieur Jo, le père tranquille, ça n'était pas de tourpeau. 6 heures du matin, minuit, c'était son horaire de travail quotidien dans son laboratoire clandestin, 18 heures par jour. Calmement, presque par routine, il entassait dans ce placard les petits sachets de 500 grammes. Les 120 kilos d'héroïne saisis ici auraient suffi à satisfaire le marché américain de la drogue pendant plus d'1 semaine. La poudre blanche de Césari se vendait également à Aix-en-Provence, Marseille et Paris. Il y a en France 20 000 amateurs d'héroïne, et pour toutes sortes de raisons qui depuis des années continuent à diviser les spécialistes, psychiatres, pédagogues, policiers, magistrats, responsables politiques, ce sont les jeunes qui restent les plus exposés. Pour la brigade des stupéfiants de Marseille, le problème est beaucoup plus simple. Plus de drogue, plus de drogués. Aujourd'hui, leur principal ennemi, les laboratoires clandestins. Ce sont les policiers de l'ombre, les anciens de la brigade anti-gang. À leur tête, un homme de 40 ans, Marcel Morin, qui avait créé il y a quelques années cette fameuse brigade anti-gang. Les méthodes efficaces qu'ils avaient mises au point contre le milieu parisien sont aujourd'hui appliquées à Marseille contre les trafiquants de drogue. 7 réseaux démantelés en 6 mois, 120 trafiquants sous les verrous. Pour eux, le bilan est déjà positif. Contre les trucs, l'imagination du milieu de la drogue, plus question de pratiques administratives et routinières. Il faut ruser, vivre dans le milieu. Un policier de cette brigade, c'est aujourd'hui un barman, demain un docker. Un homme anonyme dont on ne filme pas le visage. Cette surveillance discrète, ces infiltrations, commencent à inquiéter sérieusement le milieu marseillais. Car pour les truands de la drogue, une arrestation comme celle de Césari, ce n'est plus un simple accident de parcours, vite réparé, mais la preuve pour eux que leurs gestes quotidiens, leurs habitudes, peuvent être surveillés et découverts. On sait qu'il reste dans la région de Marseille au moins 3 laboratoires clandestins et une trentaine de chimistes. Demain, la suite de cette enquête dans la région marseillaise, la lutte contre le trafic local, contre les petits revendeurs. En politique, hier, une rencontre entre socialistes et radicaux à Paris. Rencontre qualifiée de laborieuse et courtoise par Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Parti radical. Le communiqué publié à l'issue de ces conversations précise que les 2 formations ont décidé de se mettre au travail
en vue d'aboutir à l'adoption d'un programme de gouvernement. Pour le référendum, ce communiqué rappelle le refus de vote préconisé par le Parti socialiste et la date du 6 avril à laquelle le Parti radical fera connaître sa position. Le président de la République est arrivé à Cajar hier pour y passer Pâques en famille. Il prépare dans sa propriété du Cantal les 2 douzaines d'allocutions qu'il prononcera au milieu du mois prochain au cours de son voyage en Lorraine, et sans doute aussi les 2 interventions relatives au référendum prévues à la télévision et à la radio au début et à la fin de la campagne officielle. Parmi les photographies reçues d'un peu partout en Europe ces dernières heures en ce temps de Pâques, celle-ci, Paul VI bénissant un enfant que lui tend un fidèle pendant une audience générale au Vatican hier. De Londres, où la Chambre des communes vient d'approuver massivement le transfert des pouvoirs de l'Irlande du Nord au gouvernement de Grande-Bretagne, ce cliché du Premier ministre aux côtés de la reine-mère Élisabeth, c'était à la cérémonie anniversaire donnée hier soir à l'occasion des 70 ans d'un compositeur bien connu outre-Manche. Et de Sardaigne, prise à bord d'un bateau de promenade, le chancelier Willy Brandt, pipe, lunettes de soleil, casquette de loup de mer, loin des soucis que donne en Allemagne de l'Ouest le problème de la ratification des récents traités avec l'Est. Je ne sais pas si vous avez vu la photographie. Si vous ne l'avez pas vue, je m'en excuse. Personnellement, sur mon écran de contrôle, je la vois apparaître maintenant. Bien sûr, vous reconnaissez le chancelier. À Berlin, aucun incident pour la première journée des visites des Berlinois de l'Ouest de l'autre côté du mur. Sur place, notre envoyé spécial, Jean-Pierre Elkabbach. Je passais à la Friedrichstraße, je suis allée vers l'ancien quartier, vers l'église française, l'église allemande, Dôme plutôt, qu'on appelle. Au milieu, il y a un théâtre construit par Schinkel en 1820. C'est une des plus jolies places à Berlin et prise un peu de vue comme Piazza del Popolo à Rome. Puis je suis allée, je marchais vers l'ancien Dôme, qui est encore en très mauvais état, qui va être restauré, qu'on dit, mais où on lit déjà des messes. Il a été construit en 1894. Bon, et pourquoi c'est important pour vous de revoir tous ces endroits? Ah oui, parce que je suis passée quand j'étais enfant, mes parents ont vécu là-bas, et puis je me suis évadée, comme beaucoup des Allemands ont fait. Puis en face du Dôme, il y a eu l'ancien château qui représente pour Berlin beaucoup d'histoire, parce que notre duc électoral a régné là-bas. Autrement dit, de l'autre côté, il y a une des parties les plus importantes sur le plan historique. Ah oui, bien sûr, c'est le berceau de Berlin, on dirait. Au XIIe siècle, les premiers habitants ont vécu, ont mis leur premier village là, dans ce centre-là. En plus, on voit déjà de partout de Berlin la nouvelle tour de télévision avec 360 mètres. Et l'Alexanderplatz. Et tout en face, il y a l'Alexanderplatz qui représente pour le Berlinois vraiment beaucoup de souvenirs. Mais tout a changé depuis. Tout a changé. Oui, il a beaucoup changé. Ça vous a étonné de voir tous ces changements? Très, très, parce qu'avant, il y a eu des tramways, il y a eu beaucoup d'autobus qui passaient. Maintenant, c'est très large et il y a encore des voitures, mais beaucoup moins qu'avant. Et les rues vont autour. Il y a un grand magasin et l'hôtel Stadt Berlin avec 37 étages, le plus grand bâtiment maintenant à Berlin. Vous avez été étonné du développement de cette partie de la ville? Oui, beaucoup en comparaison avec les autres villes d'Allemagne de l'Est. Alors ici, ça c'est vraiment une vitrine pour les visiteurs qui viennent à Berlin pour aller à l'Allemagne de l'Est. Et ça vous a frappé tout ça. Et alors, il y a la tour de la télévision. Est-ce que l'on peut oui. effectivement manger, comme je l'ai entendu dire? Oui, effectivement, vous pouvez y aller, vous payez 5 marks d'entrée. Vous allez là-haut, il y a un restaurant, il y a l'ascenseur, et puis ça tourne dans 1 heure, ça tourne une fois autour de soi-même. Mais j'ai attendu avec les autres personnes presque 2 heures pour avoir mon entrée. Et bien sûr, ma famille a été très heureuse de me revoir. Mais vous savez, la journée se passait tellement vite qu'on a assez de mal de repartir. Puis maintenant, je suis de nouveau à l'ouest et je pense que j'ai bien fait dans le temps de m'évader. Qu'est-ce que ça vous a fait de les retrouver? Enfin, le standard de vie est assez mal, c'est pas aussi élevé comme ici. Et bien sûr, ils ont encore beaucoup de peine, mais
on a l'impression que ça s'améliorera avec le temps. Bien sûr que ça ne va pas aussi vite comme dans le Vest. J'ai vu qu'ils ont beaucoup construit, mais il manque la couleur. C'est très très gris quand on passe dans les rues et les maisons sont construites sur une forme simple et uniforme. Voilà en tout cas quelles sont les premières impressions de quelqu'un qui vient de passer un certain nombre d'heures de l'autre côté pour la première fois depuis 6 ans, puisque c'est maintenant autorisé pour une semaine. Ici, Berlin, le point le plus haut et également le plus près du mur. Information première, à vous Paris. Paris, les enlèvements politiques du moment, tels qu'on peut les voir d'ici, par les nouvelles qui nous parviennent. D'abord, l'enlèvement de Turquie. Les ravisseurs des 3 techniciens britanniques capturés dimanche sont, depuis ce matin, encerclés dans une maison proche du village de Niksar. Les techniciens ont été enlevés à Hunier, qui se trouve sur la côte de la mer Noire, et un petit peu au nord de la localité de Niksar, portée sur notre carte et entourée d'un cercle blanc. Il y aurait à Niksar une dizaine d'hommes, et bien sûr les 3 Britanniques, dans cette maison. Des pourparlers sont en cours. Le commando gauchiste demanderait la libération de 3 des siens condamnés à mort et qui devraient être exécutés la semaine prochaine à Ankara, faute de quoi les gauchistes exécuteraient les 3 otages britanniques. Et puis Argentine, 6 hommes et 1 femme activement recherchés par l'armée et par la police. 6 hommes et 1 femme, membres d'une organisation trotskiste, qui se sont emparés d'Oberdan Salustro, directeur de la Fiat. On n'a aucune précision sur le sort de l'industriel, plus de 24 heures étant maintenant passées après la limite fixée pour l'exécution de M. Salustro. Les sports. Sur les terrains de football français, hier soir, la hiérarchie du championnat de France a été bousculée, mais elle n'a pas été menacée. Pierre Cangioni, les 3 premiers ont été battus pour cette 29e journée des championnats de France. Effectivement, les 3 premiers ont été battus. La grande surprise, c'est quand même la défaite de Marseille, parce que Marseille avait perdu contre Saint-Etienne une première fois sur son terrain, on disait c'est un accident, et puis maintenant Marseille a chuté à nouveau contre Bastia. Et une première constatation, il semble que lorsque Skoblar et Magnusson sont absents, les 2 vedettes étrangères, Marseille devienne une équipe tout à fait normale et abordable pour les autres clubs. Et surtout pour Bastia, car les Corses réussissent bien contre les Marseillais. Les Corses réussissent très bien contre les Marseillais. Ils ont 4 victoires consécutives. Il faut croire que ça peut les galvaniser pour le reste des quarts de finale de la Coupe de France. Bastia, avec le système des matchs et des retours, sera très dur à battre chez lui. Et certains le voient déjà au Parc des Princes en finale. Attendons. Regardons d'abord les résultats d'ensemble de cette soirée, de cette 29e journée du championnat, tels qu'ils sont apparus aux spectateurs dans les différents stades de France et tels qu'ils sont portés sur ce carton. Vous prenez connaissance, qu'est-ce qu'on peut en dire en gros, Pierre? Il est dommage que Nîmes ait chuté devant Lyon. Non, laissez le carton, monsieur Delannoy, merci. Nîmes est quand même second et il serait peut-être revenu à 5 points de Marseille alors que le championnat paraît jouer maintenant. Rennes, c'est à remarquer, la défense de Rennes est en train de jeter parce que Rennes a perdu chez lui. Sochaux jouait à Rennes 2-0. Ajaccio s'éloigne de la zone dangereuse en gagnant à Saint-Etienne. Et puis Bastia-Marseille, nous allons voir quelques images tout à l'heure. Monaco a gagné contre Nantes, c'est un bon point aussi pour Monaco. Le bas du tableau, nous allons peut-être en parler tout à l'heure, il y a un problème pour les Silernes. Bon, alors nous allons maintenant demander à notre station de Marseille de nous donner le reportage de la victoire des Bastiais hier soir sur l'OM, et nous allons le suivre ensemble. Privé de Skoblar, Magnusson et Bonnel, cela faisait trop d'absents dans l'équipe de l'Olympique de Marseille pour ce match contre Bastia à gauche, maillot bleu. La première mi-temps était atteinte sur un score nul 0-0. À la furia des joueurs insulaires, les champions de France, à l'image de Grèce, répliquaient par un jeu plus méthodique et plus pondéré. Cagnan, le 12e homme de Pierre Cahuzac, allait avoir un rôle prépondérant. Jouant le contre avec bonheur, il bénéficiait à la 60e minute d'une ouverture qui lui permettait de venir battre Georges Carnus de près. Si la première mi-temps fut marseillaise, en revanche, la seconde fut bastiaise. Ce premier but fut incontestablement le coup asséné aux hommes de Lucien Leduc et Mario Zatelli. En effet, Pantelic, souverain sur les balles hautes et dans ses 18 mètres, mettait avec efficacité un terme à toutes les tentatives des attaquants olympiens. C'est une nouvelle fois sur une contre-attaque que le même Cagnan décochait un tir qui terminait sa course au fond des filets marseillais. 2-0, le leader était battu sur son terrain dans un match où l'engagement total et la condition physique ont prévalu.
Alors le classement maintenant tel qu'il se présente pour le dernier sprint, le sprint final, bien sûr Marseille toujours en tête. Oui, alors ça concerne le premier. Marseille est en tête et hors de portée, mais il va y avoir une lutte terrible entre Nîmes, Lyon, Sochaux, Angers et même Bastia, et pourquoi pas Nantes et Saint-Etienne, pour les trois places derrière Marseille, c'est-à-dire les places qualificatives pour les Coupes d'Europe. Enfin pour la tête c'est joué, c'est Marseille qui est pratiquement champion, sauf une catastrophe qui ferait s'arracher les cheveux à tous les Marseillais. 99,99% que Marseille sera champion de France. Et la lutte pour le titre de dauphin va se poursuivre. Par contre pour la fin, c'est plus compliqué. Alors 6 clubs sont menacés, il s'agit de Paris Saint-Germain, le Red Star, Monaco, Reims, Lille et Angoulême. Et alors, fait exceptionnel, ces 6 clubs vont se rencontrer le 1er avril, et ce n'est pas une galéjade, ils vont bien se rencontrer le 1er avril entre eux, c'est-à-dire que ça va faire 3 matchs à 4 points, c'est la veille de Pâques, on peut croire qu'il n'y aura pas beaucoup de cadeaux sur les terrains concernés ce jour-là. Qu'est-ce qui est relégué à la fin du championnat? Quels sont les clubs qui ne peuvent pas poursuivre? Les deux derniers? Les deux derniers, alors pour l'instant il y a Lille et Angoulême qui sont menacés, mais Reims et Monaco ne sont pas très loin, enfin ces 3 matchs qui sont donc des matchs à 4 points puisqu'ils se rencontrent entre eux vont être déterminants et on va commencer à entrevoir les 2 clubs qui vont descendre. Pierre Cangioni, nous parlions hier de l'état de santé de Bevilacqua, le champion cycliste italien. Eh bien, Bevilacqua est mort. Bevilacqua est mort, oui. Bevilacqua, c'était un instituteur italien qui avait comme violon d'ingre le cyclisme, et puis il était tellement fort en cyclisme qu'il avait abandonné sa profession initiale. Il s'était consacré à la poursuite, et en 1950 et 51, il avait été champion du monde de poursuite. Il avait gagné une très belle classique, Paris-Roubaix, toujours dans cette année 51. Et Bevilacqua est mort sur un vélo, c'est-à-dire qu'il entraînait 2 jeunes coureurs. Il a heurté une jeune femme. Il a chuté lourdement, il paraît qu'il avait une fracture du crâne, il était dans le coma depuis sa chute. Un autre des grands champions, des grands Tours de France et des grandes années du cyclisme qui disparaît. Une photo de Vinette maintenant. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr une autoroute américaine, mais ces voitures au-dessus des panneaux de direction, eh bien elles sont tout simplement transportées par un train, lequel passe sur un pont qui coupe l'autoroute, mais le train est complètement caché par les indications de direction. En France, les habitués des autoroutes vont voir apparaître dans quelque temps, sur les autoroutes françaises, des panneaux de limitation de vitesse à 120 à 140 km à l'heure. La vitesse reste libre sur les autoroutes en France, mais les responsables de la sécurité ont, dit-on, constaté qu'en certains points du réseau autoroutier, une quinzaine, une vingtaine de points, il serait dangereux de dépasser 120 à l'heure, 140 à l'heure. Alors, les nouveaux panneaux de limitation de vitesse pour ces cas particuliers vont apparaître, et bien sûr les amateurs de vitesse espèrent ne pas les voir se généraliser. Pour le week-end de Pâques, un temps assez variable, assez frais, les éclaircies et les averses vont se succéder en alternance, avec des vents assez forts sur les côtes de la Manche. Il fera un petit peu plus beau dans le sud du pays que dans le nord. Pour conjurer le mauvais temps relatif à ce début d'avril, eh bien ma foi, regardons le soleil qui illumine ce matin la plage d'Alicante au sud de l'Espagne, et souhaitons en avoir autant de soleil ces prochains jours. Les cours de la bourse, Michel Tardieu, Midi Bourse. Eh bien Jean, je vais finir par croire qu'il y a une relation entre le soleil et la bourse. Il fait meilleur aujourd'hui à Paris et la bourse est bonne. La bourse finit sur une note de fermeté très grande, vous allez le voir dans un instant. Et c'est d'autant plus remarquable que nous sommes à la veille d'un week-end qui durera 4 jours pour les boursiers et que généralement quand il y a un chômage un petit peu long sur les cours de la bourse, eh bien les opérateurs ont tendance à se dégager parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant un week-end prolongé. Eh bien aujourd'hui, malgré la vente de certains professionnels, vous allez le voir, il y a de nombreuses hausses et les grosses valeurs notamment sont très généralement fermes. Vous voyez que la Banque Indochine qui se distinguait hier gagne encore un peu de terrain aujourd'hui. La CGE, vous venez de le voir, elle aussi est en progrès très net. Elle gagne du terrain. Hier, je vous le rappelle, M. Ambroise Roux, le président de la CGE, et M. Koch, le président de la CEM, ont rendu visite au baron Ampin pour mettre la dernière main au règlement de l'affaire Jeumont-Schneider. Les valeurs étrangères sont beaucoup plus discutées que les valeurs françaises. Vous voyez que sur ce tableau, ITT perd 90 centimes. ITT revient encore une fois sur le devant de l'actualité. Un juge de l'État du Connecticut a débouté M. Ralph Nader, vous savez, celui qui se veut l'avocat des consommateurs, qui avait voulu introduire une nouvelle action contre la fusion entre la société ITT et la société d'assurance Hartford Fire Insurance, disant qu'elle était contraire à la loi contre les fusions excessives, et le juge a donc donné raison à la société. Vous savez qu'ITT est actuellement au milieu d'un vaste scandale aux États-Unis
précisément parce qu'on l'accuse d'avoir payé un certain nombre de personnalités américaines de la politique et de la justice pour repousser les actions au nom de la loi antitrust qui avait été intentée contre elle. Il est certain que la fusion entre les deux sociétés crée un groupe d'une puissance financière considérable qui permet de rappeler que la dimension précisément des grandes sociétés d'assurance américaines, anglaises est très supérieure en général à celle des sociétés françaises, et M. Giscard d'Estaing l'a rappelé il n'y a pas très longtemps en disant aux assureurs et aux banquiers d'ailleurs qu'ils allaient avoir à supporter la concurrence de la Cité de Londres et qu'il fallait faire des efforts pour être prêts à cette concurrence. Et en attendant, le ministre des Finances a pris des mesures récemment, vous le savez, qui vont renforcer en tout cas la concurrence un petit peu entre les banques et les compagnies d'assurance. Certaines compagnies d'assurance ont créé leur propre banque et maintenant les compagnies d'assurance se voient autorisées à faire des prêts directement aux particuliers, c'est-à-dire à participer plus directement à la vie industrielle du pays. Et d'ailleurs, certaines compagnies craignent que cette autorisation qui leur est faite de donner des prêts à certains de leurs clients les expose à des pressions très considérables des plus gros de ces clients précisément. Je voudrais rappeler d'ailleurs pour finir que la branche des assurances en France réalise un chiffre d'affaires du même ordre de grandeur que l'industrie automobile. C'est une des choses que rappelle un journal que vient de lancer la Vie française qui s'appelle La Vie des cadres. Vous savez que les cadres sont très courtisés en ce moment et dans La Vie des cadres il y avait justement un petit article consacré à l'assurance qui rappelait cette dimension de l'assurance en France, un chiffre d'affaires, je le rappelle, comparable à l'automobile. À vous, Jean Lanzy. Vous savez ce qui va se passer en football le 1er avril, c'est vraiment très sérieux. Ce n'est pas 2 clubs qui descendent, les 2 derniers classés du championnat de France, c'est 3 clubs. Ils descendent, les malheureux descendront, les 3 derniers, mais les heureux, les 3 vainqueurs des poules régionales du national monteront. Malheur des uns, bonheur des autres. Pour l'instant, c'est Strasbourg, Valenciennes et Sedan qui sont classés pour pouvoir monter. Alors c'est bien 3, 1er avril, attention, très important cette rencontre entre les derniers. Terminons en disant qu'en ce dernier jour de mars, on fête les Amédées. Amédée, duc de Savoie au XVe siècle. Ses dernières paroles attestent de sa sainteté. Soyez justes, aimez les pauvres et le Seigneur donnera la paix à votre pays. Qu'il nous donne aussi la meilleure après-midi possible.